de Londres à Paris. Je suis le Dr. Katrina MacLeod et je suis la directrice du programme d'études françaises. Now, if you didn't fully understand all that, that's quite all right. I'm going to be switching between French and English during this taster course. So as Kate said, we have about 45 minutes for the lecture itself, and then around 15 minutes for questions. And yes, you can ask your questions in English if you so prefer, which I imagine you will, so don't hesitate. Avant de commencer ce cours d'essai, je voulais faire juste une très brève introduction à ce qu'on fait à ULIP dans notre programme d'études françaises. Voilà. So what do we do here in our French Studies program? We have our 3-year BA program available in single honours and then with a range of minors. And depending on your options, up to 80% of your courses will be delivered in French, which is why I'm going to be speaking a lot of French today. As you can imagine, this combined with the fact that you will be spending 3 full years in Paris, living the very culture and language that you're studying, provides you with an incredible level of immersion into French life and thus really the best possible setting for your French studies degree. I've said it before and I will keep saying it, we're better to study French than here. But let's go on to our taster course. Donc aujourd'hui, dans ce cours d'essai, nous allons examiner quelques questions importantes autour de l'évolution de la bande dessinée, une forme d'art qui occupe une place particulière en France et dont l'histoire révèle des points intéressants sur l'intersection entre les arts visuels et le développement des récits culturels. En plus d'être directrice de programme et maître de conférence, je suis chercheuse dans le domaine de la bande dessinée. So I'm program director, I'm a lecturer here, and I'm also a researcher in the field of sequential art or graphic novels, as are all the teaching staff at ULIP. We are research experts in our field, all the lecturing staff. Ce cours d'introduction est représentatif d'une séance que je donnerai à mes étudiants de première année. So this is kind of first year level, introducing you to the course. Alors, commençons au début avec le nom de cette forme d'art, la bande dessinée. Est-ce que tout le monde comprend la signification de ces mots déjà? Do you understand the literal meaning? On peut diviser les mots en 2 parties. Le mot bande, with your strip, so the cartoon strip that you see, the long panel, et dessiner, it's the past participle of drawn. So when we put those back together, la bande dessinée equates to a drawn strip. En anglais, par contre, on appelle ça comics or comic strip. Beaucoup plus récemment, graphic novel. Quant aux Italiens, qui ont aussi une industrie de l'art séquentiel assez importante, on utilise le terme fumetti. The word in Italian for a bande dessinée is fumetti. This word comes from the word they use for speech bubbles, which is interesting. This is the words they have taken on to refer to the entire medium. On pourrait ensuite parler de manga. On peut dessiner le mot manga dans ces 2 parties en japonais. La première partie, M-A-N, ça veut dire distraction, légèreté, pureté. La deuxième partie, ga, désigne la peinture, l'illustration ou le dessin. Donc, on pourrait traduire ce mot manga en français comme dessin saugrenu, whimsical drawings. Et il est intéressant à noter que chaque culture a une idée un peu différente de ce que c'est la bande dessinée, l'art séquentiel, selon le nom qu'ils utilisent pour la désigner. Pour les Anglo-Américains et les Japonais, il s'agit de quelque chose de léger et de drôle. It's comics or manga, it's saugrenu, it's funny. Mais par contre, pour les francophones,
La bande dessinée n'a pas besoin d'être drôle nécessairement, mais normalement, ça doit être dans la forme des bandes. It needs to be in strips. It's the architecture that seems to count for this term. Et selon les Italiens, il faut utiliser des bulles. You couldn't have a real fumetti without speech bubbles, without the fumetti. On ne trouve pas les mêmes différences avec les autres arts, surtout en Europe, entre voilà, l'anglais, le français et l'italien, surtout les mots pour la littérature et le cinéma sont presque pareils et désignent essentiellement la même chose. Mais pas la bande dessinée, avec tous ces termes différents. Chaque contexte national, ou presque, chaque contexte national utilise un terme un peu différent, ce qui souligne l'importance dans cet art de sa spécificité nationale. Et c'est une des raisons pour laquelle l'étude de cette forme artistique est particulièrement intéressante pour nous. Alors, outre la désignation étymologique, the way the word is formed, qui varie selon les pays, une autre différence majeure qui sépare la bande dessinée des autres formes artistiques telles que le cinéma ou la littérature est le respect culturel accordé à la bande dessinée ou pas. Donc l'impression de sa légitimité artistique n'est pas la même chose pour la bande dessinée que pour les autres formes artistiques. Dans le discours culturel, il existe beaucoup plus d'idées reçues, preconceived ideas, une idée reçue. Donc beaucoup plus d'idées reçues concernant la bande dessinée que pour les arts plus établis au niveau culturel, comme le théâtre, surtout la littérature et de plus en plus aujourd'hui le cinéma. Donc maintenant, on va considérer 3 idées reçues sur la bande dessinée et on va aussi réfléchir à cette notion de la légitimité culturelle et artistique. Let's think through 3 key preconceived ideas about this artistic form and reflect a little bit on this notion of artistic and cultural legitimacy, which forms have it, which don't, and why. Alors, ces 3 idées reçues. La bande dessinée est née au XXe siècle aux États-Unis. So, bande dessinée is born of the 20th century and in the United States. Deuxièmement, la bande dessinée est destinée aux enfants. It's a form for kids. Et troisième idée, la bande dessinée ne mérite pas l'attention des universitaires. Bande dessinée isn't worth university level attention. Have a little think to yourself. Do you believe these? Okay, you don't have to say it out loud. I won't judge. Ok, donc commençons au début de cette liste avec cette idée que la bande dessinée est née aux États-Unis. Nous connaissons tous la popularité des bandes dessinées aux États-Unis, que les super-héros tels que Superman, Batman, que ces super-héros étaient originellement les créations de bandes dessinées avant d'être les vedettes de l'écran. Before being in the cinema, these superheroes were and remain comic characters. Mais la bande dessinée née aux États-Unis, est-ce que c'est vrai? Non. Elle est née où, alors? C'est ça la question. Ça dépend de votre définition de l'art. Si vous croyez qu'elle doit être en bande ou qu'elle doit être drôle ou avec des bulles, with speech bubbles, like the Italian word fumetti. So where you think it begins depends on what you think it is. There's not as much of a consensus as you might expect on what this form actually is. Certains chercheurs, some researchers, croient que les origines de la bande dessinée commencent ici, dans les grottes de Lascaux, une série de grottes paléolithiques qui datent de entre 18 000 et 15 000 ans avant le présent. So these cave paintings have been described as a form of proto-bande dessinée by certain thinkers. Why, you might ask? Good question. Because in these
cave paintings, we seem to see a series of images which tell a story. So this could be what you might call une forme précoce de l'art narratif, a very early form of narrative visual art, an example of visual storytelling, possibly. Next up, un peu plus près du présent, mais pas beaucoup. D'autres chercheurs suggèrent que, par exemple, la tapisserie de Bayeux soit un exemple de la bande dessinée. The Bayeux Tapestry. La tapisserie de Bayeux décrit les faits relatifs à la conquête normande de l'Angleterre. So this tapestry describes visually the Norman conquest of England in 1066, notably the Battle of Hastings. C'est clair que la tapisserie de Bayeux est est en forme de bande. It looks like a strip. C'est sûr qu'elle ressemble à un dessin. It kind of looks like a drawing, yes. Mais est-ce qu'on peut vraiment la désigner en tant que bande dessinée? Can we really say that this sort of thing is bande dessinée? Well, there's no clear answer to this. À vous de décider. It's up to you. De toute façon, je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que la tapisserie de Bayeux est un peu loin de ce qu'on appellerait la bande dessinée moderne. This is definitely not modern bande dessinée, that's for sure. What is and where does modern bande dessinée start? En Europe, les chercheurs qui voulaient établir une histoire définitive de la bande dessinée ont assez récemment décidé que cette bande, devant vous, est le premier exemplaire de la bande dessinée moderne. Cette histoire s'appelle l'histoire de Monsieur Jabot, Mr. Jabot's Story, et elle a été créée en 1831 par un homme qui s'appelait Rudolf Töpfer, l'artiste, qui était un écrivain et un prof suisse. Et pour ses élèves, for his students, il a créé plusieurs œuvres comme celle-ci, avec des dessins en noir et blanc, disposés en bande avec le texte en dessous de l'image. Töpfer a proposé à nommer cette œuvre une histoire en estampe. Il n'a pas utilisé le terme bande dessinée, qui est beaucoup plus récent. D'accord, ok. Mais pourquoi, quand il y a des images comme la tapisserie de Bayeux ou dans les grottes de Lascaux, qui pourraient peut-être être à l'origine de la bande dessinée, pourquoi a-t-on décidé que Töpfer est le vrai inventeur de la bande dessinée? Cette décision est due à 4 raisons. So, why do we think that this is actually probably the first example of modern bande dessinée? There are 4 reasons. Parce que Töpfer savait qu'il était en train de créer quelque chose de nouveau. He was conscious of the fact he was creating something new. Ce n'était pas comme la tapisserie de Bayeux. Il ne voulait pas créer une tapisserie qui allait beaucoup plus tard être réinterprétée en tant que bande dessinée. On remarque également la présence d'un héros. It centers around one character. La grande majorité des bandes dessinées, jusqu'aux années 90, until the 90s, more or less, tournaient autour d'un personnage principal. Troisième raison, la publication de ce récit en album en 1833. Many bandes dessinées are published as album forms, particularly now. Et la dernière raison est la plus importante, raison pour considérer cet exemple comme étant peut-être la première bande dessinée moderne, c'est le caractère indissociable des images et du texte dans l'œuvre. Donc l'image ne se comprend pas sans le texte et le texte ne se comprend pas sans l'image. And this last point, I think, really speaks to the heart of what the bande dessinée form is. It's not illustrated text. It's not pictures with captions. It's a form where the two artistic media, the text and the image, are wholly connected. The whole story cannot be understood without both of them. Donc,
La bande dessinée est née aux États-Unis? Non. La première bande dessinée venant des États-Unis est celle-ci, qui s'appelle The Yellow Kid by Richard F. Go, une série qui est apparue pour la première fois le 25 octobre 1896 dans le New York Journal. Elle n'est pas la première bande dessinée moderne alors, mais elle est la première bande dessinée qui a été publiée en masse. It's the first mass-published comic strip, which is significant. Et la première bande dessinée à utiliser le phylactère ou la bulle. So these are two terms we might use in French for speech bubble. Phylactère, slightly more old-fashioned, and bulle, which just means bubble in French, but speech bubble in this case. So this is the first example of this. The first fumetti, you might say. So, non. Première question, résolue. Notre deuxième idée reçue concerne le public de la bande dessinée, ses lecteurs, et cette idée que la bande dessinée est destinée aux enfants. This is more complicated to answer straight off the bat, because cette idée reçue peut être corrigée et rendue historiquement juste en changeant juste un petit peu. If we correct this sentence just a bit, we will get to something accurate. So it's not just an idée reçue. If we change it to au début, la bande dessinée était destinée aux enfants, we're somewhere closer, much closer to the truth. Donc la première bande dessinée apparaît en 1831, 1831, mais il fallait quand même attendre le tournant du siècle, you had to wait till the end of the 19th century, pour que la bande dessinée devienne une forme d'art régulièrement publiée. Et les premiers exemples en France, les plus connus, étaient apparaissent dans ces illustrés, ce qu'on appelle des illustrés, les petits magazines pour les enfants, qui comprenaient des bandes dessinées et des petits jeux pour enfants. So these are little magazines, little supplements for children that included the first regularly published bande dessinées, but also little games for kids and participation pages, like a child's magazine now. And you never saw at this stage a bande dessinée that wasn't included in a larger publication like this. Donc les premiers exemples des illustrés les plus connus étaient La Semaine de Suzette, Les Patins, Cri-Cri, Fillette. La Semaine de Suzette et Fillette était destinée à un public féminin, aux petites filles, tandis que Les Patins et Cri-Cri étaient destinés plutôt aux garçons. Donc déjà, on remarque une division dans la direction des bandes dessinées envers soit les filles, soit les garçons. Et à ce moment, rarement les deux. Very much divided along gender lines in the beginning. Ce qu'on peut voir par le style de ces bandes dessinées, assez simpliste, le contenu avec les personnages qui sont tous assez jeunes, et les thèmes abordés dans ces bandes dessinées, tout ça nous montre que ce sont des histoires en images faites pour les jeunes. It's obvious that this is made for children. Et pour les marchés français et belges, because we talk about the Franco-Belgian bande dessinée market, very much intertwined. Dans les marchés français et belges, cette idée reçue que la bande dessinée est destinée aux enfants est vraie du début du XXe siècle jusqu'aux années 60. Donc, ça va continuer pendant assez longtemps. Les premières vedettes, the first big stars, la bande dessinée montre aussi qu'au début, c'était un art créé et destiné aux enfants. Donc, on peut citer les plus connus. Bécassine, very well known for little girls in France, and she appeared in La Semaine de Suzette. Les Patins had Les Pieds Nickelés. Was their star strip destined for boys, these three cheeky chappies in the middle of the strip there. And then you might recognize this one, la première méga star de la bande dessinée,
Tintin. Et on va en parler de Tintin dans un peu plus de détails plus tard dans ce cours d'essai. Clairement pour les enfants, est évident qu'au début, cet art était divisé entre personnages pour les filles et des personnages pour les garçons. Et tout cela a continué ainsi pendant des décennies. Excuse me. Pendant les années 20, les années 30, les années 40, les bandes dessinées étaient créées pour plaire aux enfants. Je pense qu'il est important à souligner que le fait que ce soit des publications destinées aux enfants ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt à les étudier. Les points de vue exprimés dans ces bandes dessinées, par exemple sur le colonialisme ou sur la Deuxième Guerre mondiale, révèlent des discours nationaux très intéressants. Et d'autant plus que cela apparaît dans une publication destinée aux enfants de 8 ans, par exemple. And I'll come back to this point at the end of this class. The fact that they're made for kids for so long doesn't make these bandes dessinées useless as documents. There's an awful lot of interesting information in there from a historical perspective, from a cultural perspective. And the amount of documents we have access to here in France is just enormous. It's a huge treasure trove of publications that are still waiting to be studied. There's a lot to be done here. L'orientation enfantine de la bande dessinée a continué jusqu'à 1959 avec ce petit personnage. Et j'imagine que vous le connaissez aussi un petit peu, au moins, Astérix le Gaulois, créé par René Goscinny et Albert Uderzo, très très populaire, plus que 350 millions d'albums vendus dans le monde. Astérix a changé l'histoire de la bande dessinée parce que cette série était une bande dessinée qui était aimée par les enfants et les adultes. It was the first strip that really brought crossover appeal. Une BD comique, c'était une BD comique où il fonctionne en plusieurs niveaux. Donc, assez innocent et simple pour les enfants, mais avec des moments plus risqués et intelligents pour les adultes aussi. Et suivant l'exemple d'Astérix en 1959, plusieurs artistes de bande dessinée ont voulu créer des bandes dessinées un peu plus complexes, un peu plus pour les adultes. On est aussi au début des années 60. Donc, on est dans l'ère de sex, drugs et rock'n'roll. Donc, la bande dessinée s'est tournée aussi des choses enfantines aux choses bien plus adultes. Aux années 60, le monde occidental vit une vraie révolution culturelle. C'est une époque turbulente où on a défié la conception de ce que c'est l'art. On a poussé les limites de l'expression. Et au cours des années 60 et après, on a vu un changement énorme dans la bande dessinée. On a rapidement vu la sexualisation de la bande dessinée. So we go quite quickly from very tame stories for children to something that's quite sexualized with characters like Barbarella. Sometimes we talk about the 60s rather than the 60s in bande dessinée. But we also see a massive explosion in artistic style and talent. If you compare, looking at the screen there, the difference between the Bécassine screen, the one with the maid in the green dress, and then the page by Moebius, the artist Moebius from the late 70s there on your right. The difference in draftsmanship and artistry is clear. The bande dessinée really exploded with possibility from the 60s onwards. And not just stylistically, but also in the nature of the themes, the storylines considered. Avant les années 60, la bande dessinée s'est limitée aux histoires assez simples, décidément enfantines vu le public visé. Mais suivant ce grand changement, les thèmes sont devenus plus adultes aussi, bien plus sérieux.
Lots of traumatic memory now is represented as bande dessinée. Some war reporting is done in bande dessinée style. The medium is quite unrecognisable to how it was 50 years ago. For example, we see the difference in theme. Cette évolution de la bande dessinée a une forme d'art plus orientée vers les adultes et surtout évidente en France dans le statut culturel de la bande dessinée, qui n'a pas cessé de changer aussi au cours de ce XXe siècle. Petit à petit, depuis les années 60, la bande dessinée est reconnue comme le 9e art de la France. It's the 9th art of France. It's considered as an art in the same way as music or poetry, officially, although attitudes still change, still vary between certain groups. But quite notable is that the government, le gouvernement français, contribue à cette évolution aussi. Le centre de la bande dessinée et de l'image, that's the building in the picture there, était construit en 1990, that was created and opened in 1990, avec un soutien financier important de la part du gouvernement français. So this government funding does tell us something about the national interest and the cultural importance increasingly accorded to this art form. So, deuxième idée reçue, corrigée. It's not wrong, but we've corrected it. On l'a corrigé. Quant à cette dernière idée reçue sur la bande dessinée, la bande dessinée ne mérite pas l'attention des universitaires. Cette idée reçue vient du jugement tenu encore aujourd'hui, mais moi, je dois dire, mais tenu encore aujourd'hui par plusieurs personnes qui pensent que la bande dessinée fait partie de ce qu'on appelle la culture populaire, la culture de masse, ou bien low culture, like television ou les jeux vidéo. This idea that it's still a very low culture form and thus does not belong in a higher education setting alongside, say, Shakespeare. Cette idée veut que de telles formes d'expression ne sont pas dignes d'être des sujets d'études académiques, comme sont les exemples de la culture supérieure, comme la littérature, par exemple, ou même le cinéma. This might seem like an old-fashioned idea to you now, and I hope it does, and it continues to change. But when several years ago, the University of Dundee in Scotland started their comics MA, so MA in Comic Studies, one of the members of Parliament that was associated with that area of Scotland was scathing in his assessment of this change at the local university, and in the press said he could not wait for their next MA in how to use a fork. Okay, so this was his equation of the level here. So I think this idea is still worth confronting, even though it might seem a bit old-fashioned to you. Donc on doit se poser la question, devrait-on passer notre temps à l'université à étudier la bande dessinée, même si elle est une véritable forme artistique européenne, pour des adultes aussi que pour les enfants, avec une réputation culturelle qui monte en valeur continuellement? Est-ce que la bande dessinée, est-ce qu'elle est une matière acceptable pour les études à l'université? I like this quote from Understanding Popular Culture, as you can see from the very first page by John Fiske. Popular culture, often dismissed as trivial or vulgar, is an essential lens through which to understand the complexities of social life. Its texts, whether mainstream or marginal, act as cultural artifacts that reveal the power dynamics and the ideological struggles of their time. So all cultural artifacts, as Fiske calls them, have value as what we might call a socio-historical document, quelque chose qui peut nous aider à comprendre une culture ou un certain contexte historique. Dans la dernière partie de ce cours d'essai, alors, j'aimerais aborder cette question. Comment peut-on utiliser une bande dessinée en tant que document socio-historique?
Autrement dit, que peut-on apprendre de l'histoire ou de la culture de la France, ou bien de la Belgique, en utilisant la bande dessinée? Et pas uniquement que peut-on apprendre, comment peut-on apprendre? Comment la bande dessinée diffère-t-elle en tant que document socio-historique des autres sources primaires? What is specific about this form as a socio-historical document that might bring us something else that another art form does not? So this is what I want to think about for the last 10-15 minutes of this class. And I'm going to take a specific example of how we can consider the bande dessinée as a socio-historical document. Donc, on va prendre l'exemple des représentations du colonialisme, dans la bande dessinée qui a été créée pour les enfants pendant l'ère coloniale. So how this form has been manipulated, used as propaganda to represent colonialism in a certain light during the colonial era to young children. Ok. Depuis le début des expéditions coloniales, on a créé des images de ces nouveaux territoires et de ces personnes si différentes aux yeux des Européens des 17e et du 18e siècle. En l'absence des appareils photo, qui n'allaient pas devenir disponibles avant le 19e siècle, on dessinait des images racontant l'histoire de l'arrivée en Europe, de l'arrivée des Européens dans ces nouveaux territoires et qui essayaient de montrer l'apparence de ces personnes au public européen. So since the beginning of colonial expansion, the drawn image has been used as a tool to show European publics back home what these new lands look like, what their inhabitants look like. And of course, they have been manipulated in the service of certain ideologies. Rapidement, on a commencé à utiliser ces images pour promouvoir une idéologie concernant les projets de colonisation. Dans les premières images dessinées pendant la découverte des territoires africains, découverte entre guillemets, on voit des images stéréotypées qui conforment au mythe du bon sauvage, what we call the noble savage stereotype, this idealization of people who live in contact with nature. This tends to be the first wave of stereotyped images that we see, but it's not going to stay like this. Donc, plus tard, quand les guerres de colonisation ont commencé, pour convaincre le public européen de soutenir ces guerres, on a tendance à voir plutôt une image du guerrier sauvage et dangereux qui représente une vraie menace aux valeurs françaises. So we pass during the colonizing wars to the scary, fierce colonial warrior who is a threat to French values or Belgian values or whichever European colony is weaponizing the image. After the conquest is over, after the end of these wars, une fois les guerres gagnées, pour encourager du soutien pour le maintien de la présence impériale de la France ou des autres pays européens dans ces colonies, on passe à un autre stéréotype. After the end of the wars, when the colonies are well established, in order to encourage the maintaining of a colonial presence in these far-off lands, which costs money, which costs manpower and troops, so you need to keep the public support for it at home going. We see another shift in imagery to l'indigène paresseux, the sort of lazy native stereotype, heavily on the air quotes there. The infantile, silly person who doesn't know much about technology, who doesn't understand how to farm, how to cultivate, how to create new technologies. People who need European help is the underlying insinuation there. So we see this progress in drawn images. And the bande dessinée is no exception.
And they're perhaps even a richer source of information on this kind of manipulation of drawn images than a single image from a newspaper. Les images dessinées dans les journaux présentaient les lecteurs avec des stéréotypes visuels, mais une image unique dans un article de journal est limitée dans sa valeur socio-historique. Une bande dessinée avec une série d'images avec du texte, comme par exemple dans cette série Zig et Puce, nous révèle beaucoup plus. Zig et Puce was a series of children's bande dessinées by an artist called Alain Saint-Augin. And this artist often focused on colonial themes in his stories. The characters Zig and Puce went to visits to past and present colonial French colonies, and you can even say that taken together, their stories recreate the map of French colonial possessions around the globe to a certain extent. This is certainly the opinion of Mark McKinney, who wrote a book about colonial representations in children's comics, and he says, Zig et Puce was launched during a period when the French authorities were working hard to generate popular enthusiasm for colonialism. It is not surprising, therefore, that the cartoonist drew a significant amount of thematic material from colonialism from early on. Alain Saint-Augin made extensive use of specifically colonial destinations and imperialist images, themes, events, including the Parisian Exposition Coloniale Internationale of 1931. A fairly interesting, a very important event in the history of colonial ideology in France and promoting a certain colonial ideology to the French public. So to see it represented in this bande dessinée for children tells us an awful lot about the way the ideology was shaped, informed, and presented. Prenons maintenant un deuxième exemple. And you will recognize this one, I think, because we come back to Tintin au Congo. Tintin au Congo était la deuxième histoire de Tintin. Et cet album date dans sa forme originelle à 1931, to 1931, créé par Georges Rémy, plus connu sous le nom de plume Hergé, étant l'artiste. Hergé was a bit of a student of Alain Saint-Augin, and their style is Hergé's style is influenced by Saint-Augin's and also his thematic content, as we will see. So, Tintin au Congo, la deuxième histoire de Tintin après Tintin au pays des Soviets. Dans cette histoire, Tintin au Congo, le personnage, le journaliste Tintin, se rend, comme vous pouvez imaginer, au Congo, un pays qui faisait partie à l'époque de l'Empire belge. En fait, le Congo était la colonie la plus importante de l'Empire belge. Loin d'être une simple histoire divertissante conçue pour plaire aux enfants, on trouve dans Tintin au Congo une expression visuelle de l'idéologie de la mission civilisatrice, mais destinée aux enfants. So, la mission civilisatrice était une théorie politique qui soutenait que les puissances coloniales européennes avaient la responsabilité d'apporter leur civilisation, leur culture, leur mode de vie aux peuples colonisés, souvent justifiés par des arguments de supériorité raciale et culturelle. Et la propagation de cette théorie politique par les gouvernements en Europe a été utilisée pour justifier l'expansion coloniale et l'exploitation des territoires par ces pays, par exemple la Belgique, mais également la France. Jules Ferry, homme politique français principalement reconnu pour avoir joué un rôle clé dans l'instauration de l'école laïque, gratuite et obligatoire en France, a également soutenu l'idée de la mission civilisatrice et justifié l'expansion coloniale française en Afrique et en Asie, affirmant que la France avait la responsabilité de civiliser les peuples nord-européens. Dans un discours devant la Chambre des députés en 1885, par exemple, Ferry a proclamé, and you can see the quote there,
que les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. So, what has this got to do with Tintin au Congo? On peut y poser la question, pourquoi Hergé a-t-il choisi d'envoyer son célèbre héros au Congo pour sa deuxième aventure? Il a expliqué dans une interview en 1975 qu'il souhaitait initialement situer cette deuxième histoire en Amérique, mais qu'un membre de l'Église catholique l'avait convaincu de choisir le Congo comme décor pour cette histoire à la place. He wanted to set his second story in the US, he would say later in an interview. But a member of the Catholic Church, l'abbé Walaise, m'a persuadé de commencer par le Congo. This priest, this abbé, said to him, notre belle colonie qui a tellement besoin de nous et pour laquelle il faut susciter des vocations coloniales, etc., etc. So he's inspired, encouraged to represent the Congo in his second story, already very popular, in order to draw attention, positive attention, to the continuing colonial mission and the missionary enterprises of the Catholic Church in the Congo. And so what does this look like? Ça ressemble à quoi dans cette histoire créée pour les enfants? Ce qu'on trouve dans les pages de Tintin au Congo est bien plus qu'une simple histoire. C'est en réalité une représentation narrative simplifiée, oui, mais une représentation narrative des éléments clés de la théorie de la mission civilisatrice. Donc, on voit 3 exemples là. Dans le premier exemple, Tintin se montre comme une présence paisible pour ces indigènes violents. Dans ce deuxième exemple, Tintin guérit l'homme malade. Il apporte la médecine européenne au Congo. Dans le troisième exemple, il enseigne les fondamentaux mathématiques à ses enfants congolais. We see the white savior theme coming through here. He's teaching them peace. He's teaching them maths. And he's healing them. He becomes a sort of Jesus figure throughout this strip. Presque une présence divine pour les Africains, pour les Congolais. Et on note également qu'en plus de représenter Tintin comme une sorte de figure christique, un sauveur blanc, les personnages congolais sont caricaturés tant visuellement que textuellement. It's not just Tintin who's built up to be this Jesus-like figure. On the other hand, the Congolese characters are incredibly stereotyped. Leur peau est d'un noir artificiellement sombre. It's very artificially black, the skin, and all completely the same. Leurs traits faciaux sont exagérés, exaggerated facial features, et leurs vêtements, souvent un peu ridicules, semblent être choisis pour faire des personnages des objets de moquerie pour le lecteur. We see the way that they're dressed in this sequence with the train, their train that has collapsed, and how they're dressed. So they're made to be figures of fun for their young readers. Le style très connu d'Hergé, ce qu'on appelle la ligne claire, the style, the clear line style, contribue également au codage du récit comme un exemple visuel d'idéologie pro-coloniale destinée aux enfants, bien que de manière moins évidente que les événements de l'histoire. You can also see in the style, although less obviously than in the events of the story, but it's still there, that the style contributes to the colonial ideology that's coming out through this book. The clear line style is characterized by systematic use of contour around objects, very flat color. There's not much shading or any at all. It's got very realistic backgrounds, fairly simplified characters, but realistic background. And there's an effect to all this style. Plus qu'une simple préférence visuelle, le style ligne claire
porte en lui l'implication idéologique de la clarté, de l'ordre. This style implies a certain clarity to the world, a world that can be understood to be real, that can be understood to be well ordered, as Anne Miller puts it in her book. This the ligne claire style. It's a style which focused on clarity and precision. The ligne claire places an implicit focus not on what is chosen for depiction, but in the idea that the world is legible. So if you combine this story with its stereotypes for children and the style that says, this is the way the world is supposed to be, this is clear, you can follow this makes sense. You can see how both parts of the story, the text and the image, are working together to create a story that will engage children and will remain in their memory. So just to finish off now, les bandes dessinées comme Tintin au Congo, clairement destinées aux enfants, pourraient être rejetées comme insignifiantes, de simples histoires colorées et amusantes qui malheureusement contiennent certaines idées de leur époque. We could just say this isn't unimportant, it's just a product of its time and it's for kids, so who cares? Cependant, plus nous les étudions, ces bandes dessinées, et considérant qu'elles avaient de la valeur, plus nous voyons que analyser des œuvres comme Tintin au Congo permet de mieux comprendre comment les valeurs coloniales étaient normalisées et intégrées dans l'imaginaire collectif dès le plus jeune âge. This is made for kids. The ideology is being disseminated early and to great effect. How are they so impactful, these bandes dessinées? Pourquoi la bande dessinée a-t-elle été utilisée et considérée comme étant si efficace dans cette dissémination des valeurs coloniales comme un vecteur privilégié, excusez-moi, pour diffuser et donc maintenir une certaine idéologie? On ne peut pas nier que les images sont plus facilement comprises et mémorisées que le texte pour un enfant. Et la combinaison des images et le texte ensemble est quelque chose qui attire l'œil, surtout d'un enfant. L'inclusion de ces idéologies dans des publications destinées aux enfants visait à perpétuer un système de croyances justifiant la colonisation en la présentant comme une mission civilisatrice noble et nécessaire. Donc ces textes participaient, et quand je dis texte, je parle des bandes dessinées, elles participaient ainsi à la construction d'une mémoire collective qui légitimait la domination impériale tout en préparant les futures générations à accepter cette idée, à accepter ce statu quo. En étudiant de tels ouvrages, nous pouvons non seulement comprendre et critiquer ces dynamiques, mais aussi réfléchir à l'impact durable de ces représentations sur les mentalités contemporaines. These stories, these images have remained in the national psyche, going to influence a child in the hope that they will take these attitudes through with them to adulthood. It has consequences on the older generations, the next generations, and studying these images, these bandes dessinées properly can bring us an awful lot of information, very interesting reflections on culture, on history, on the way the state, the Catholic Church, the dominant ideologies try to keep their beliefs dominant. Okay, I'm going to stop there. Je vais arrêter là et vous demander Thanks. si vous avez des questions. If you have any questions. Thank you so much for that wonderful presentation. I don't actually speak French, so I'm not going to lie, I didn't understand a lot of it, but hopefully everyone else on the call had a really good time. So thank you for taking the time to put that together. I'm going to run through a couple of questions we have. We don't have a huge amount of time, so I'll try to consolidate ones that are similar. So there are a few about sort of, I guess, the format of classes.
So how many people would you expect to have in a class? What are your sort of contact hours per week? And are there tutorials? Yeah, that is. So I'm going to stop sharing first. Stop. Okay. That's a good question. So we do lecture formats here at ULIP. We also do smaller group learning, seminars, tutorials, depending on what you're working on. And we do class-based sessions as well, where you're more working through something more practical, like grammar, language questions. So in a lecture, you might have, say, 35, 40 people around you. In a seminar, it's more like 10 to 15 around you. You also are able to seek one-on-one discussions with your academic staff as well. We always have office hours where you can get more individual attention on any questions you'd like more clarity on. In terms of contact hours, it's around 10 to 12 hours per week, which I bet if you're still at school, you're thinking sounds like a great deal. But we do ask that for every taught hour, you're doing 2 hours of self-motivated research, either before or after the class, depending on where it makes most sense. So it's about 30, 35 hours. It's like a full-time job if you do it properly. So. Great, thank you. I also have a question about sort of the level of French that's required and what the split of the use of French and English is. I mean, I think you've sort of demonstrated a bit there with that course, but if there's any additional insight you can offer. First, I would say don't panic if you didn't understand everything. So most of our students come to us from A levels or the IB and or the Scottish Higher System. Any qualifications in what we ask for, which is ABB, we want at least a B in French for A level, for example, will give you a good basis for where we start in BA1. We do teach a lot in French in first year in order to help you develop your level. But as I did in my class, I can switch between French and English. You would never be left completely lost if you weren't following. Almost all of the staff are bilingual anyway, so questions in English are very possible. And, it's not, there's not a hard and fast rule on which language you must stick to. Great, thank you. Is the student finance system different to England? That might be one for Claire if she's on the line. Hello everyone, yes I am. Yes, so you would apply for your student finance in the same way as if you were studying in England. You'll see on the website that we work with Queen Mary University of London for all the kind of registry tuition fee side of things. So there are instructions on the website onto what course code and what university code you must use for your application. And in terms of the rate of maintenance loan that our students are entitled to, it's not the London rate, it's not the outside of London rate in England, it's a third rate, which is an overseas rate, which is almost exactly in between the London rate and the non-London rate, just to give you an idea. Great, thanks Claire. Then there are 2 questions about, I guess, sort of working or internships outside or during your studies. So are there opportunities for internships or work experience, or are there part-time job opportunities available for students? I guess it's probably pertaining to like external experience and ability to fund your life there. Yeah, I mean, a lot of our students do work part-time, either to kind of build up their CV or just for additional income. So you can either work kind of part-time around your hours, or some students then kind of work full-time during like the university breaks, and also work experience. Again, there's an opportunity to do internships alongside your studies, provided you can fit it around your schedule, or do kind of full-time work placements over the summer, for example. There are resources that we give our students to help find work experience. We don't there's no an option to take work experience which is credit bearing, so we don't actually
find or provide kind of internships readily available. It is up to students to go out and source those work experience opportunities. Thank you. I know from speaking to some of our students that a few of them do sort of tutoring as well. So there's opportunities in that sense. And some of our students have spoken to like connecting with students in the years above them and then taking tutoring jobs from them as they move on. So I think it's something that you can sort of figure out once you get to Paris. What else do I have here? Is there support to improve your French if you are behind the level of the class? So, I mean, we do provide French teaching for our international politics programs where there's no compulsory French as a requirement. So we have kind of small groups for kind of intensive French for those students who don't have French at all beforehand. So there is an opportunity to join those groups initially if you feel that you need the extra support when you start. As Katrina was saying before, like we're a small institution. One of the advantages of that is there's a lot of opportunities to interact one-on-one with the academic staff. Thank you. And then I think this is the final question because we're about to run out of time. Do many students stay in Paris or France after their studies that you know of? It's a mix. We have students who go back to the UK or their home country, go to another European country, or stay in France. It's a real mix. Great. Thank you, everyone. Thank you, Claire, and thank you, Katrina, for your time and for taking us through that taster course. And thank you to all of you for joining. We really appreciate you taking the time out of your day to attend this. We'll be sending an email around with a recording as well, so you'll be able to watch it again at your leisure if you missed the beginning or anything like that. But otherwise, get in touch with us via our website. We have a contact us form. Thank you so much, everyone, and have a good night.